Merci, monsieur Marc. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette rencontre. Le gouvernement du Mali fait l'effort d'être présent partout où se discutent les questions relatives à la crise malienne et à la situation dans le Sahel en général. Je vais essayer rapidement de faire le point de la situation pour ce qui concerne le Mali et donner aussi notre point de vue sur ce que devrait être une mise en perspective des questions et des enjeux de développement et des questions de sécurité au Sahel. C'est bien connu, le Mali a subi la crise la plus grave de son histoire depuis un peu plus d'un an, suite à la conjonction de plusieurs facteurs. Un développement sans précédent du crime transnational en direction du Mali, se combine avec un irrédentisme que nous connaissons depuis longtemps et qui arrive à un moment où les éléments de gouvernance du Mali étaient plus que fragilisés. Cela, il faut ajouter les conséquences de ce qui s'était passé en Libye. La chute du régime du colonel Kadhafi a provoqué un mouvement de troupes armées, mais aussi un mouvement de logique de déstabilisation en direction du Mali et de certains autres pays de l'Afrique occidentale et aussi du Maghreb. Tout cela arrive à un moment où le Mali peine, comme certains États post-coloniaux, à prendre en charge un certain nombre de missions de l'État. Et ça, on y revient. Comme cela s'est passé plusieurs fois, la rébellion est née à Kidal, elle s'est associée à AQMI, qui s'était installée au Mali depuis très longtemps, et a attaqué le 17 janvier 2012 Ménaka, qui est aussi une grande ville du nord du Mali, et une grande ville témoin de l'histoire de la communauté Touareg au Mali. S'ensuit donc une série d'événements, dont le coup d'État du 22 mars 2012, qui ajoute à la crise sécuritaire une rupture institutionnelle totalement inattendue. Il faut savoir que le Mali, quand même, avait fait une tentative crédible de construction démocratique depuis 1991. Les institutions étaient en train d'être consolidées, certes avec des faiblesses, mais nous avions réussi à tenir un certain nombre d'élections et notre démocratie, en tout cas nos efforts pour la démocratie étaient salués par l'ensemble de la communauté internationale. Donc ce coup d'État vient achever de casser notre appareil étatique et met le pays dans une situation totalement désespérante, non seulement pour les Maliens, pour les voisins du Mali et l'ensemble de la communauté internationale. Suite à ça, des efforts à l'intérieur du Mali et par la communauté internationale arrivent à porter leurs fruits et nous arrivons à rétablir les institutions, à rétablir la Constitution, à mettre en place un gouvernement d'union nationale et à engager une discussion telle que voulue par les Maliens
mais aussi la communauté internationale, mais surtout tel que le Mali a l'habitude de le faire, avec ceux qui se mettent en rupture avec la nation. J'ai moi-même, les 3 et 4 décembre, conduit les premières discussions avec les mouvements armés qui avaient pris possession du Nord, à savoir MNLA et Ansarti. Car la position du Mali était qu'il était hors de question que nous ayons une quelconque discussion avec des mouvements dirigés par des étrangers. Et qu'il était hors de question que nous ayons des discussions avec ACMI. Donc, nous avons souhaité parler avec ceux que nous identifions alors comme étant des Maliens et ceux que nous identifions comme pouvant avoir des revendications politiques à exprimer. Il y a eu des rencontres discrètes, et après il y a eu une rencontre autour du médiateur de la CEDEAO qui s'est occupé non seulement de la crise institutionnelle, mais aussi à qui la CEDEAO a confié la médiation pour le volet sécuritaire. J'ai donc rencontré les 3 et 4 décembre 2012 une délégation du MNLA, une délégation dans sa problème. Nous avons fait un communiqué de presse qui disait grosso modo que les partis reconnaissaient l'intégrité territoriale du Mali, sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et qu'elle renonçait ainsi à toute partition. Et qu'elle renonçait au projet qui consistait à installer un État d'obédience confessionnelle au Mali. La laïcité de la République aussi était respectée par ce communiqué conjoint. Et que le principe d'unité nationale aussi était accepté. Et qu'à partir de là, nous devions nous rencontrer lors d'une prochaine, enfin d'une rencontre suivante, pour discuter des questions de développement, pour discuter de ce que nous devions faire pour continuer à vivre ensemble harmonieusement, mais surtout à mieux vivre. Voilà ce sur quoi nous nous sommes quittés le 5 décembre à Montréal. Et vous avez certainement suivi, après le vote de la résolution 2085, le communiqué qui a été publié par Ansarti, qui se retirait des discussions et qui a diffusé un manifeste qui, en mémoire de Malien, est un des plus violents contre la nation malienne et contre la République. Et les groupes armés ont commencé à partir du 5-6 janvier à marcher sur Rome. C'est ainsi que le président de la République a requis en urgence l'aide et l'assistance du gouvernement français pour arrêter la progression des troupes qui avançaient vers Bamako, mais qui en réalité était une mutualisation d'Ansarti, d'ACMI, de Moujao et de tout ce que la région comptait comme troupes véritablement terroristes et qui avançaient sur Bamako. Car entre-temps, le MNLA avait été complètement décimé par ces gens-là et s'était réfugié dans des pays à côté et n'était plus actif sur eux. L'Organisation des Nations Unies ayant, par la résolution 2085, entre-temps autorisé le déploiement d'une force militaire au Mali, établissait ipso facto un cadre légal international pour une action militaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons demandé l'aide de la France. Car la MISMA était en train d'être formée, n'arrivait pas à se déployer compte tenu des problèmes de logistique et qui sont propres aux armées africaines. On reviendra à la question des armées. Nous n'arrivions pas véritablement à déployer la MISMA au rythme qui était nécessaire et entre-temps, il y avait sur le fuseau ouest à peu près 200 pick-up portant chacun des 14-7 et 5 à 6 hommes lourdement armés qui avançaient sur le fuseau ouest, donc sur la ligne Léré-Napala, Gabali, le long de la frontière mauritanienne, et descendant de Kidal, Gao, Mopti, il y avait une autre colonne, à peu près du même effectif, qui fondait sur les premières lignes de défense du Mali, au centre, vers Douanza.
précisément vers la ville de Kona. Le premier accostage a eu lieu à Kona. Le Mali, désorganisé par le coup d'État et affaibli par la gouvernance dont j'ai parlé au début de mon propos, n'était pas en mesure d'arrêter cette offensive. Et c'est ainsi que le gouvernement français, il faut le dire, a pris une décision courageuse qui a consisté à sauver l'État. Car il faut imaginer le danger pourrait constituer un État terroriste installé au cœur même de l'Afrique occidentale. Bamako est en moyenne à 2h30 de vol de cette autre capitale. Et Thessalite est à 2h30 des côtes de la Méditerranée. Et à partir de Thessalite, il y a un rayon de projection d'à peu près 2300 km. Voilà ce que représentait l'installation d'un État terroriste dans cette partie de l'Afrique. 10-11 janvier, déploiement de Serval. En 2 semaines d'opération, un certain nombre d'éléments ont été rétablis, les forces terroristes ont subi des pertes. C'est ce qui nous a conduit à ce que nous avons aujourd'hui, à savoir une deuxième résolution 2100 des Nations Unies qui prévoit le déploiement de la force de stabilisation, avec un mandat spécifique qui autorise à réagir devant une menace ou une attaque terroriste, mais dont l'objectif premier est de permettre rapidement le retour des réfugiés, de permettre le retour de l'administration, y compris dans sa composante armée au nord du Mali, qui est de permettre de faciliter la reconstruction des infrastructures hospitalières, scolaires, les réseaux d'eau, de téléphone, tout ça a été détruit par les terroristes. Aussi, de permettre l'organisation des élections. Parce que la rupture institutionnelle a ramené le Mali 20 ans en arrière. Donc nous devons aujourd'hui rapidement rétablir de manière complète la République du Mali et retourner à un ordre constitutionnel normal. Et ces élections auront lieu pour le premier tour le 28 juillet prochain. Et c'est à cette tâche-là que le gouvernement de la République s'est attelé depuis la formation du gouvernement d'union nationale. Donc nous tiendrons les élections le 28. Entre-temps, la feuille de route que le gouvernement a publiée comportait évidemment pour son point 1 le rétablissement de l'intégrité territoriale, pour son point 2 l'engagement d'un processus politique pour que les Maliens puissent se parler. Et l'outil principal de ce processus politique, c'est la commission de dialogue et de réconciliation. Elle est chargée de porter pendant 2 ans les missions qui consisteront à permettre aux Maliens de se parler, d'analyser sincèrement ce qui s'est passé, de tirer les leçons du passé et d'envisager un avenir qui soit juste pour chaque Malien, chaque communauté. Et ça, c'est un processus malien. Le dernier Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui s'est tenu à Alger il y a une semaine, 10 jours, était consacré au processus de réconciliation nationale. Et nous avons retenu lors de ce Conseil paix et sécurité que la réconciliation nationale devrait, pour être crédible et connaître le succès, faire l'objet d'une vraie appropriation par les peuples concernés, où que ce soit. Et que chaque communauté puisse objectivement y participer selon ses préoccupations, selon sa culture propre dans une république unitaire, participer à ce débat-là, faire prévaloir son point de vue, pour que nous puissions amorcer une refondation de l'État et recoudre définitivement le tissu national qui a été déchiré. Donc cette commission a été mise en place. Elle a un président, 2 vice-présidents et 30 commissaires. Il y aura des démembrements à l'intérieur du Mali, dans chaque région. Et pendant 2 ans, on va travailler à cette mission. Et cela se fera, évidemment, avec le nouveau président qui va être élu à l'issue du prochain scrutin et avec le nouveau gouvernement qui va
en être issu, parce que nous sommes conscients que les problèmes sont si profonds qu'un gouvernement de transition ne dispose pas de toute la légitimité nécessaire pour mener à bien cette mission. Nous, notre tâche en tant que gouvernement de transition a été de rétablir les relations et la confiance entre le Mali et la communauté, a été de rétablir un climat de confiance entre les Maliens. Et c'est pour ça que nous nous sommes engagés dans les accords de Ouagadougou le 18 juin, pour permettre le retour de l'administration à Kidal, permettre l'organisation des élections. Le reste, le processus de dialogue et de réconciliation va se poursuivre pendant les 2 ans. Donc voilà, mesdames et messieurs, la situation actuelle au Mali. Nous irons aux élections et certainement un président sera investi dans ses charges vers la fin du mois d'août, et à partir de ce moment, commencera un processus de guérison au Mali par le dialogue et la réconciliation. Voilà, monsieur le président, vous êtes le président de séance, ce que je pouvais dire à ce moment précis. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je me soumettrai bien volontiers. Merci.